Merci beaucoup, cher Tidjane Diao. Nous recevons Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal. Bonsoir, monsieur Gassama, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aram, bonsoir à tous les téléspectateurs. On commence d'abord par l'affaire du président de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, convoqué devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Comment appréciez-vous cette démarche ? Écoutez, nous avons hier, l'ensemble des ONG de la société civile sénégalaise, fait une déclaration pour d'abord déplorer les développements qu'il y a eu au sujet de cette affaire. Et nous considérons que c'est une affaire qui n'en est pas une, parce que le président Teliko est aujourd'hui harcelé, c'est le mot qu'il faut dire. Parce que simplement, lors d'une interview ou d'une émission de radio, il a rappelé un jugement qui avait été rendu par la Cour de la CEDEAO sur l'affaire qui concerne l'ancien maire de Dakar. Ce n'était pas seulement la seule affaire d'ailleurs. Il avait aussi parlé de l'affaire Karim Wade. Curieusement, on lui reproche rien sur cette affaire, parce que pour cette affaire-là, il a dit, ou il a semblé dire que tout s'était bien passé. Donc, pour une affaire qui est derrière nous, qui est frappée de l'autorité de la chose jugée, ce n'est pas une affaire qui est en jugement, sa déclaration ne peut en aucune manière influencer cette affaire-là. C'est une affaire qui est maintenant derrière nous, et qu'il puisse rappeler le jugement de la CEDEAO ou qu'il puisse même donner son point de vue par rapport à cette affaire, il ne peut pas constituer, disons, une raison pour qu'on puisse lui reprocher de discréditer la justice ou en tout cas de manquer à son devoir de réserve. Nous pensons que c'est une affaire qui vise simplement à le réduire au silence, et à réduire au silence tous les autres magistrats au moment où la jeune génération aspire de plus en plus à exercer certaines libertés. Et le ministre de la Justice dans tout cela, parce que on le voit dire que cela ne le regarde pas et que c'est une affaire qui est traitée par des pairs. Écoutez, cette affaire le concerne au plus haut point. On n'est pas dupe, on sait très bien que le ministre est derrière cette affaire, que le président lui-même est au courant de cette affaire et qu'il laisse faire. Et donc, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui doit mettre fin à cette situation-là, c'est bien le garde des Sceaux, Maître Malick Sall. Il a ouvert un front avec les magistrats, ou en tout cas il était incapable de satisfaire. Et il y a quelques mois, c'était avec les greffiers. Avec les greffiers, les citoyens sénégalais justiciables ont payé un prix fort avec cette affaire-là. C'est vrai que les magistrats, ils ne peuvent pas aller en grève, ils ne peuvent pas... Mais ils menacent de paralyser la justice. Ah oui. Si la convocation est maintenue. Voilà, donc, vous voyez, on va encore aboutir peut-être à une situation qui va être très compliquée, d'autant plus que le statut ne leur permet pas d'aller en grève. S'ils vont en grève, ça va encore être beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il est temps, les pays confrontés à énormément de défis, beaucoup de défis. Il y a la Covid-19 qui est là, on semble accepter de vivre avec la maladie, mais elle est là, elle fait des morts tous les jours. L'économie du Sénégal, en même temps que l'économie de toutes les nations du monde, est aujourd'hui confrontée à beaucoup de difficultés. Il y a les inondations, donc il ne faudrait pas qu'on vienne distraire les citoyens sénégalais avec ces affaires-là. Teliko, dans tous les cas, c'est un juge c'est un magistrat qui gêne. Depuis qu'il a pris la tête de l'UMS, il a initié beaucoup, il a pris beaucoup d'initiatives tendant à accroître, n'est-ce pas, l'indépendance de la magistrature. Il a organisé ici un grand colloque auquel tous les médias avaient assisté, et qui visait justement à poser les débats pour renforcer l'indépendance de la magistrature, qui est une garantie pour nous tous, qui est une garantie même pour la classe politique. Vous savez, les différents politiques, c'est la justice qui doit les trancher. Les citoyens, c'est la justice qui doit les trancher. Si les citoyens n'ont pas confiance en l'indépendance de la justice, parce que de fait, elle n'est pas indépendante, évidemment, les pays courent beaucoup de risques de soubresaut. Donc c'est un combat dans lequel il s'est engagé, mais de façon républicaine. Ce n'est pas un combat qu'il mène avec beaucoup d'activisme, mais vraiment de façon républicaine. Et là, nous, société civile, nous soutenons cette démarche, parce qu'évidemment, l'indépendance de la justice, bien qu'inscrite dans la Constitution du Sénégal, est aujourd'hui une chimère. Qu'est-ce que la société civile, justement, attend de la tutelle? Ce que nous attendons de la tutelle, c'est qu'elle mette fin à cette procédure injustifiée, qu'elle mette fin à cette procédure, et que la justice puisse retrouver la sérénité qu'elle avait d'ailleurs beaucoup perdu avec l'histoire des greffiers.
et qu'elle risque encore de perdre davantage avec cette affaire-là. Donc, il faut que la paix règne entre la chancellerie et les magistrats, entre la chancellerie et les greffiers, pour que les justiciables, évidemment, pour que la justice puisse fonctionner normalement et que les justiciables puissent bénéficier de ce service qui est un service public, dont les citoyens ont besoin et auquel ils doivent faire recours tous les jours pour, évidemment, régler leurs différends. Alors, nous constatons qu'il y a en tout cas une nouvelle génération de magistrats qui est là, et près en tout cas de justice, et qui semble en tout cas donner le ton, donner son avis par rapport à des questions qui sont soit sur la table du juge, ou alors même qui sont déjà jugées, mais est-ce qu'aussi quelque part ils ne sont pas tenus par, disons, une certaine... il doit pas avoir certainement une certaine, comment je voulais dire, une certaine retenue par rapport à des choses qui sont soit jugées ou pas, pour ne pas en tout cas comment ça s'appelle, gêner l'exécution de cette chose. Je crois que pour les affaires en cours, généralement, ceux qui prennent la parole, c'est le procureur. C'est lui qui organise des conférences de presse pour parler des affaires en cours, et je pense que la loi lui permet de le faire. On n'a jamais entendu un magistrat parler d'un juge du siège comme Télico, notamment. Ah, justement, et ça semble faire désordre. On n'a jamais entendu parler un magistrat du siège faire des déclarations sur une affaire en cours. On n'en a jamais entendu. Ni Télico, ni un autre magistrat du siège n'a jamais fait de déclaration sur des affaires en cours. Pendant l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Karim Wade, on n'a jamais entendu le président de l'UMS faire de telles déclarations. Là, on est devant une affaire qui est définitivement jugée et sur laquelle n'importe quel citoyen doit pouvoir se prononcer, sans que, évidemment, cela... Mais alors, quel est l'intérêt pour Télico d'évoquer le sujet alors qu'il a été déjà... Oui, mais il était dans une émission de télévision, dans une émission où, évidemment, cette affaire, la question a été posée par un journaliste. Et il a rappelé, évidemment, la décision qui avait été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, qui est une Cour de justice communautaire, dont les décisions s'imposent à l'État du Sénégal. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ouais. La Cour de justice de la CEDEAO, ces décisions s'imposent à l'État du Sénégal. Si cet État était respectueux de ses engagements internationaux, souvent les décisions qui émanent de la Cour de justice, elle n'aurait jamais hésité. Mais vous savez, en France, il est inimaginable que l'État français ne respecte pas les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Inimaginable. Donc, par leur comportement, nos États sont en train aujourd'hui de secouer les fondations de la CEDEAO, de discréditer la CEDEAO, en refusant d'appliquer les décisions de la Cour, mais aussi en fermant leurs frontières de façon intempestive. Vous voyez ce que la Guinée a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que le Sénégal peut dire? Rien du tout. Le Sénégal lui-même ne respecte pas par ailleurs les décisions de la CEDEAO. Donc, il faut qu'on respecte nos institutions communautaires, qu'on respecte les décisions de nos cours, qu'on les applique. Mais dans ce cas de figure, il va falloir que la CEDEAO ait aussi les moyens d'imposer ses décisions. C'est ce qu'on constate. La CEDEAO n'a pas d'armée. La CEDEAO compte sur le respect par les États de leurs engagements internationaux. Tous les États du monde sont tenus de respecter leurs engagements internationaux. Mais si pour des motifs politiques, chaque fois qu'il y a une affaire politique, vous dites je ne respecte pas. On ne parle pas de l'armée, peut-être que la CEDEAO pourrait éventuellement aussi prendre des décisions sur le plan économique, comme il a à le faire avec le Mali, la junte qui a été obligée pratiquement de céder à la pression de la CEDEAO. Mais la volonté politique, la volonté de secouer les fondements de la CEDEAO est tellement grande et ça ne concerne pas un seul État. Finalement, qui va sanctionner qui? Le géant nigérian lui-même, qui ferme sa frontière avec le Togo depuis maintenant plus de 6 mois, ou bientôt 1 an. Vous croyez que si d'autres États se comportent comme ça, CEDEAO, depuis le départ d'Obasanjo, d'Abdoulaye Wade, d'autres chefs d'État charismatiques, la CEDEAO est aujourd'hui dans la tourmente parce qu'on a des chefs d'État qui manifestement ne font aucun cas de leur signature et qui évidemment vraiment sont en train de déstabiliser cette organisation-là. Pour revenir au cas du Souleymane Téliko, notre position c'est que cette affaire n'en est pas une, c'est une affaire qui doit être dépassée. Si le président de la République n'est pas derrière l'affaire, nous l'incitons, nous l'encourageons à siffler l'affaire de la récréation. On a besoin de sérénité, surtout la justice a besoin de sérénité, et cette sérénité-là, elle ne peut pas avoir lieu dans les circonstances actuelles. Le Sénégal qui est vu comme un modèle de démocratie depuis les indépendances, est-ce qu'aujourd'hui, avec un recul, cette réputation serait usurpée ou ce n'est pas le cas? Ah oui, je pense que du point de vue de la justice, il y a vraiment beaucoup de préoccupations, pas seulement pour nous, mais pour la communauté internationale. Vous voyez toutes les décisions ou les recommandations des instances onusiennes
au sujet de beaucoup d'affaires judiciaires dans ce pays qui n'ont pas été respectées. Tout cela a des répercussions au niveau international. Vous savez, tous ces mécanismes onusiens, que ce soit le groupe de travail sur la détention arbitraire, ou le comité des droits de l'homme, ou la Cour de la CEDEAO, en tout cas pour les décisions onusiennes, ils font des rapports au Conseil des droits de l'homme, qui est le pilier des Nations Unies en matière de droits humains. Ils font des rapports à l'ECOSOC, le comité économique social des Nations Unies. Et là, évidemment, ces rapports-là ne sont pas du tout glorieux pour le Sénégal. Donc, il y a beaucoup de préoccupations en ce moment. Malheureusement, le gouvernement actuel ne semble pas s'en soucier. Du temps d'Abdou Diouf, il y avait quand même un souci de respecter les engagements internationaux. Réel. Le régime de Diouf a été condamné à plusieurs fois. Ils ont pris des mesures pour remédier justement aux situations qui avaient fait l'objet de condamnation des instances onusiennes. Mais pour ce régime-là, évidemment, parce que la plupart des affaires sont des affaires politiques, dans lesquelles le régime a intérêt directement, le régime fait très peu de cas de respect des engagements internationaux. Alors, oui, Adam. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ce combat qui est mené pour l'indépendance de la justice soit une réalité dans le pays? Mais c'est un combat citoyen, ce n'est pas un combat seulement des juges ou des droits de l'homme, c'est un combat citoyen. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'étais en voyage en Pologne, un juge de la Cour suprême a été démis. Oui. Il y avait plus de 100 000 manifestants à Varsovie. C'est pas la même pour faire rétablir ce juge-là. Ce n'est vraiment pas la même culture. Mais on va vers cela. Si Télico demain est suspendu par le conseil de discipline, c'est quand même une sanction grave pour un juge de sa dimension. Est-ce que vous soupçonnez que le conseil de discipline arrivera à ce point? Théoriquement, il peut y arriver. C'est pour cela que nous demandons qu'il faut que ça s'arrête. Parce que nous pensons que c'est une procédure injuste, injustifiée. Il n'a pas du tout fait une déclaration qui peut se considérer comme portant atteinte à la crédibilité de la justice, ou encore une fois une déclaration qui le fait sortir de son devoir de réserve. C'est une affaire qui est frappée de l'autorité de la chose jugée. On ne peut pas penser qu'elle puisse influencer le jugement d'une affaire en cours. Alors, surtout que là, il ne faisait que rappeler une position, cette liberté des juges une position d'une cour de justice communautaire. Cette liberté Et je voudrais d'ailleurs dire, pour un peu corroborer mon propos, vous savez, la liberté, au Sénégal aujourd'hui, les magistrats ne sont pas autorisés à avoir un syndicat. Mais où est la liberté syndicale? Vous allez au Mali, les magistrats, ils ont un syndicat. Au Burkina, les magistrats, ils ont un syndicat. En Côte d'Ivoire, ils ont un syndicat. La France, que nous invoquons souvent, les magistrats, ils ont des syndicats. Ici, on continue toujours à dire aux fonctionnaires qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des syndicats. Alors, écoutez, ces pays sont quand même arrivés à la démocratie il y a quelques années. Nous avons été les premiers, n'est-ce pas, en matière de démocratie, de respect des droits humains, de respect des libertés syndicales. Et toutes ces nations sont en train de nous devancer. Donc il faut qu'on se remette en cause, qu'on arrête de cette autoglorification qui finalement ne nous fait pas avancer, ne nous fait pas faire les grandes avancées que nous devons faire pour rester toujours devant. Alors cette liberté de la presse n'est pas seulement de façade, sachant que c'est l'exécutif qui nomme, et c'est clairement dit dans la Constitution, c'est le chef de l'État qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Et qui est le chef de la magistrature. Donc certainement, il peut avoir un certain regard sur la démarche. C'est très clair. Vous savez, personne ne dénie au président son pouvoir constitutionnel de nommer aux emplois civils et militaires. Mais pour ce qui concerne la réforme du Code supérieur de la magistrature, ce qui lui est proposé, c'est qu'il sorte de ce conseil-là, que ce soit une affaire des magistrats, et que, évidemment, le Conseil supérieur de la magistrature puisse prendre des décisions que lui, il va entériner, en signant les nominations. On ne retire pas ce pouvoir-là, mais ce pouvoir-là sera un pouvoir qui sera exercé sur la base. C'est-à-dire laisser aux obligés de décider. De décider, et puis lui, il va signer, il va entériner, il va exercer son pouvoir. Évidemment, je sais que lors de la dernière réforme proposée par le professeur Yango Bandiaï, il était même proposé qu'il puisse opposer son veto lors de certaines décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'il sorte, mais qu'on laisse quand même le pouvoir à certains moments, pour des dominations, opposer son veto, parce qu'il a quand même accès à beaucoup d'informations. Il a les renseignements généraux, il est l'homme le plus informé du Sénégal, donc il y a des situations qui peuvent amener justement le président à opposer son veto. Mais qu'il sorte de ce conseil-là, qu'il permette aux magistrats de gérer les affaires et qu'ils puissent évidemment ratifier les délibérations du Conseil supérieur. La société civile qui soutient Télico, le ressort de Thiès, de côté également, qui ont communiqué pour également apporter son soutien au président de l'UMS.
Mais dans tout cela, on n'a pas entendu le barreau et le silence des avocats, comment l'interpréter, puisqu'ils sont de principaux collaborateurs des magistrats. Alors, je ne peux pas parler, je ne peux pas interpréter le silence du barreau. Je ne suis pas avocat. Vous savez, c'est les débats que les gens mènent. Nous, à la société civile, on a mené les débats, on essaie de les positionner. Eux, au niveau du barreau, ils ont certainement débattu, ils ont choisi d'observer le silence. Mais nous pensons que c'est une question fondamentale. Nous pensons que le juste du cours, le bureau de l'UMS gênent aujourd'hui le gouvernement. Le combat pour l'indépendance de la justice n'est pas du goût de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont pour le statu quo. Et pas seulement au sein de l'exécutif, mais parmi certains magistrats qui sont pour le statu quo. Le statu quo, il arrange toujours certaines personnes. Et c'est tout l'exécutif, le statu quo l'arrange. Donc, ce sont des gens qui gênent l'exécutif. Et si on arrive à sanctionner le président de l'IMS, c'est quand même un signal fort qu'on envoie aux autres magistrats. Si vous faites la plus petite déclaration qui peut être considérée comme une atteinte à votre devoir de réserve, vous allez subir le même sort. Parce que votre président... C'est que c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses dans... Donc, il faut que les citoyens sénégalais se sentent interpellés. C'est vraiment le combat pour l'indépendance, c'est un combat citoyen. Ça ne doit pas être un combat de parti politique ou d'avocats ou de société civile, c'est un combat citoyen. Nous avons tous intérêt à ce que la justice soit indépendante, que nous ayons confiance en elle. Parce que c'est seulement dans ces situations-là que ces décisions... Et vous, votre impression personnelle, vous avez l'impression que la justice est libre au Sénégal? Ah non, elle n'est pas du tout indépendante. Je pense que c'est une chimère que de dire qu'elle est indépendante. Elle n'est pas la pire du monde, hein, mais je veux dire que... Sur certaines décisions mais c'est clair, pour toutes les affaires politiques, la preuve, lorsque la Cour de la CEDEAO évidemment rend certaines décisions qui sont contraires aux décisions de la justice sénégalaise, ça pose problème. Hein. Là-bas, il y a des juges indépendants, ce sont les juges les plus expérimentés de leur pays qu'on envoie là-bas. Lorsque le groupe de travail des Nations Unies, où il y a des magistrats de haut niveau de tous les États du monde et de tous les différents systèmes de juridiction du monde, rend des décisions qui sont contraires aux décisions des juridictions sénégalaises, c'est qu'il y a problème. Chaque fois que les affaires sont des affaires politiques, on a une interférence extrêmement avérée de l'exécutif. J'aimerais avoir votre commentaire par rapport aux familles expulsées à Terme Sud, à Ouakam. Certaines d'entre elles commençaient à dormir à Belle Étoile, alors qu'elles mettent en exergue le fait qu'ils bénéficient de préemption et qu'ils avaient la possibilité de pouvoir conserver ces terres. Cette affaire, c'est un scandale. Ce qui s'est passé, c'est un scandale. D'abord, du point de vue du droit international, vous ne pouvez pas expulser les gens par mauvais temps. Hein? On est en saison de pluie. On est d'abord en saison de pandémie, en période de pandémie de Covid-19. Je crois que l'État lui-même a encouragé les bailleurs à ne pas expulser les locataires pendant cette période. Hein? On est en période de pandémie, on est en période d'hivernage. Dans beaucoup de quartiers, les maisons sont prises par les eaux. Hein? Et vous venez, parce que vous avez une décision de justice, hein, vous sortez comme ça, près de 80 familles, pour les mettre à la Belle Étoile. C'est scandaleux qu'une institution comme l'armée puisse prendre cette décision-là. Je trouve que c'est scandaleux. Et il faut le dire. Hein. Ce n'est pas dénigrer l'armée que de dire que c'est une décision scandaleuse. Et dans cette affaire, nous le répétons, les habitants de Terme Sud avaient le droit de préemption. D'ailleurs, en première instance, le tribunal leur a donné raison. C'est un appel où, justement, cette décision a été informée. Hein, en milieu urbain, lorsque l'État doit vendre, il doit d'abord vendre en priorité à ceux qui sont là. Et ces gens, ils sont là depuis 40 ans. Et c'est d'autant plus désolant que ce combat, il le mène depuis l'année 2000. Nous, on était saisis de cette affaire depuis 2008. Tous les ministres de la Justice qui sont succédés entre 2008 et 2012, nous les avons saisis. Après l'avènement de Macky Sall, nous avons saisi également les ministres de la Justice, pas celui qui est là en ce moment. Nous avons saisi tous ces ministres-là pour dire apporter une solution. Parce qu'encore une fois, c'est la Comico a eu... l'État a cédé à la Comico une certaine superficie, mais ne couvre pas l'ensemble de Terme Sud. Donc ils auraient pu laisser ces personnes-là dans les locaux qu'ils occupent et sur lesquels ils ont des droits et occuper d'autres parcelles. C'est une décision de justice qui a tranché aujourd'hui et que la Comico serait dans ses droits en voulant
expulser ces familles-là. Oui, mais même ça, j'ai parlé avec l'avocat avant de venir, il me dit que même la décision d'expulsion là a été attaquée, et que la procédure n'est pas encore finie au niveau des juridictions sénégalaises. Mais ce que je veux dire, même si c'est une décision de justice, qui est une décision bien curieuse, moi je ne suis pas magistrat, je ne suis pas tenu de la réserve, c'est une décision curieuse, parce que le droit de préemption existe. Ces personnes étaient là depuis 40 ans. Ce terrain a été déclassé depuis 1994, elle est tombée dans le domaine de l'État. C'est l'État qui cède maintenant. Si l'État doit céder, il cède en priorité à des gens qui sont là. Donc, et la Comico, et le terme est suffisamment grand pour que, évidemment, la Comico puisse occuper d'autres parties et laisser à ces pauvres militaires qui ont servi l'armée, qui ont servi la nation dans ces locaux-là. Donc, comme j'ai dit, il y a le droit de préemption qu'ils auraient pu leur accorder. Deuxièmement, on n'aurait jamais dû les expulser en période de pandémie et pendant la saison des pluies. C'est vraiment inhumain. Et je trouve que le président doit intervenir pour mettre fin à cette situation douloureuse, n'est-ce pas, qui frappe ces anciens militaires qui ont servi dignement à la nation. Merci beaucoup, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne et à vous qui nous suivez de partout. On va à Touba pour retrouver Chérif Dia pour la dernière partie de Soir d'Info. Bonsoir, Chérif Dia. Bonsoir Aram Touré et merci mesdames, messieurs. Le journal du Magal, c'est tout de suite après cette page publicitaire.